Bonjour, nous devions exclusivement parler avec notre invité Nicolas Revel de la réforme de l'hôpital public à partir du dossier qu'il a publié sur Terra Nova et qui pose 3 grands défis: l'attractivité des soignants, la transformation du modèle hospitalier et le financement de l'innovation, de la prévention et de la qualité. Mais cette semaine, la canicule a brutalement rendu cette réforme très concrète. En Île-de-France, le plan blanc a été déclenché. Les urgences et les SAMU de la PHP ont été très sollicités. Alors avant même de parler de l'architecture de la réforme, je voudrais commencer par l'épreuve du réel. Est-ce que l'hôpital parisien a tenu et à quel prix? N'est-on pas devant un crash test de grandeur nature de cette réforme? Que vaut un hôpital public réorganisé quand arrive en même temps chaleur extrême, urgences saturées, personnes âgées, fragilisées, SAMU sous pression, bâtiments éprouvés et congés d'été? Pour en débattre avec le directeur de la PHP, Nicolas Revel, bonjour. Bonjour. À mes côtés, le professeur Jean-François Bergmann, ancien chef de service de cette glorieuse institution. Alors, Nicolas Revel, la première question, est-ce qu'on peut dire que l'hôpital a tenu ou c'est encore trop tôt? En tout cas, sur l'épisode qu'on a connu la semaine dernière et qui a été un épisode d'une intensité extrême en niveau de température, à la fois le jour et la nuit, nous avons reçu 50% de plus de tout. 50% de plus d'appels au SAMU, 50% de plus d'arrivées aux urgences, et on a dû augmenter nos hospitalisations en sortie d'urgence de 50%. Donc ça a été un vrai choc sanitaire. Et oui, l'hôpital a tenu. C'est que nous Pour le moment. On y reviendra. On a tenu sur cette première épisode, bien plus extrême que les canicules des années précédentes. On a tenu parce qu'on a renforcé nos équipes, donc on s'est mobilisé en médecins, en soignants, en équipes techniques qui ont été sur le pont pour faire en sorte que nos installations, là où il y avait du rafraîchissement, les installations électriques tiennent. On a eu beaucoup de pannes, on a fait beaucoup d'interventions et on a tenu. Voilà. Honnêtement, les équipes sortent de cette dizaine de jours extrêmement fatigués. Bon, c'est une anecdote, mais j'ai vu hier soir, en vous regardant sur le journal de France Télévisions, que vous aviez inventé la baignoire à glaçons. C'était quelque chose d'extrêmement important. Je me suis dit, toutes ces réformes pour finir par inventer la baignoire à glaçons. Mais enfin, la baignoire à glaçons, quelque part, on ne l'avait pas en 2003. Bien sûr, mais c'est comme quoi il y a des choses simples qui peuvent changer. Et je peux vous dire qu'en pré-hospitalier, comme dans les services d'urgence, grâce à cette technique qui est de plonger quelqu'un qui est en hyperthermie dans une eau à 5 degrés. 140 kilos de glaçons. Non, c'est maintenant 50 kilos de glaçons. Ah, c'est 50 maintenant. On est passé de 140 à 100 et de 100, et la BSPP nous dit 50. Eh ben, je peux vous dire qu'on évite des envois en réanimation et on sauve des vies. Non, alors la paix a l'habitude des plans blancs, malheureusement, mais c'est la variabilité de l'épidémiologie. C'est souvent des plans blancs d'hiver, des grippes, des bronchiolites. Là, c'est un plan blanc d'été brutal, pas tellement bien prévu par la météo. Deux points importants. Quand ça arrive au cœur de l'été, quand tout le monde est en vacances, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment insister sur les conditions de travail du personnel, parce que quand vous travaillez 12 heures par 35 degrés, parce que dans certains services, il faisait 35 degrés, c'est beaucoup de travail dans des conditions de travail difficiles. Tout ça, ça s'ajoute. Mais c'est quoi votre question, alors? Non, mais c'est pas une question, mais moi, je rebondis là-dessus. Quand je vous dis que les équipes sont extrêmement sortent très fatiguées de cette semaine, c'est parce qu'à la fois, il y a eu évidemment beaucoup de malades à prendre en charge, mais parce que précisément, les conditions de travail dans une partie de nos services qui, malheureusement, ne sont pas dans des services où il y a la clim, ou un système de rafraîchissement, c'était extrêmement pénible. C'était pénible pour des équipes soignantes, pour les patients. On a eu des chambres où il faisait 35, 36, 37 degrés. Tout ça, on va y venir, nous a amené à racheter en catastrophe encore davantage de clim que ce que nous avions fait les mois précédents, parce qu'on avait quand même, à la lumière des épisodes de canicule de l'été 25, déjà vous en avez trouvé 600 là non, on en avait acheté 820 suite à la précédente canicule, chiffre à mon avis insuffisant. Et là, en effet, là on pensait avoir beaucoup de mal à en trouver, parce qu'on se disait que tout le monde allait chercher les mêmes équipements. On a en réalité réussi à en commander 1 millier, dont 450 ont pu être déployés dès la fin de semaine dernière, au moment où on était encore dans le dur. Tout le reste arrive là maintenant ces jours-ci. Et c'est très heureux parce que, on le sait, on a un épisode qui arrive la semaine prochaine, qui est peut-être pas aussi intense, parce qu'on va pas monter forcément à date,
On verra si ça s'aggrave. Les prévisions évoluent, mais on va monter quand même sur du 33-34 degrés et du 23-24 la nuit. Mais ça peut paraître à peu près moins pire, comme on dit, mais sur un terrain très fragilisé, Oui, déjà, oui. avec des patients fragiles et des équipes qui n'ont pas du tout envie de revivre ça, avoir plus de clim va nous faire du bien. Comment vous distribuez? Alors ça, il y a une cartographie des où sont les bâtiments qui ne sont pas rafraîchis, et on essaie de le distribuer de la manière la plus équitable pour essayer de traiter les points noirs, et en essayant, parce qu'on ne pourra pas mettre une clim dans chaque chambre, du coup, d'essayer de climatiser des espaces communs où on puisse, alors des postes de soins, des postes docteurs, et puis des espaces communs où on puisse regrouper les patients pour pouvoir les rafraîchir dans la journée, et puis certaines chambres qui sont impossibles si on ne les climatise pas. Vous êtes dans un fonctionnement tendu maîtrisé ou dans une situation où l'hôpital tient parce que les équipes compensent tout? Non, je pense qu'on est... C'est toujours pareil. On n'a pas rappelé du monde de congés. Ah bon? Voilà. On a un le peu, plan blanc, c'est ça? Oui, mais en fait, le plan blanc, ça met un mot sur une situation de crise. On avait commencé à déprogrammer des hospitalisations de semaines pour des bilans de médecine et un peu de chirurgie non urgente. Et on n'avait pas besoin du plan blanc pour le faire. Mais à un moment donné, quand on a vu qu'on allait avoir besoin d'en faire un peu plus à l'arrivée du week-end, je pense que le fait de basculer en plan blanc a mis un mot sur une réalité qui était que l'hôpital était en super tension. Et je pense que ça a fait du bien à tout le monde de se dire que le plan blanc reconnaît qu'on est dans une situation de super crise. Voilà, et on l'a. Et souvent, toujours d'ailleurs, dans ces situations-là, les équipes montent au front. C'est ce que j'allais dire. Ils sont jamais aussi bons, et consciencieux, volontaires, que dans les conditions difficiles. C'est le moment où le personnel est un vrai personnel qui se transcende. Et après, il faut dire deux choses. La première, je pense que cette crise serait arrivée il y a 2 ans, au moment où on avait beaucoup de lits fermés. Je pense que ça aurait été extrêmement dur. Là, nous, on a ouvert 1000 lits à la paix en 3 ans. Depuis que vous êtes là, 1000 lits. Oui, oui, dites-le. Oui. Quand je suis arrivé, ça a descendu, puis après, on a remonté. On n'aurait pas eu ce millier de lits, je pense qu'on aurait été dans une difficulté extrême. Et comme le professeur Bergman l'indiquait, là, ça arrive au moment où tout le monde est là. Si on a une canicule de la même intensité qui arrive après les départs en vacances, où on ferme forcément des lits, parce qu'il faut bien que les professionnels partent en vacances. Vous allez supprimer les vacances. Là, ce serait une autre paire de manches. Vous allez en supprimer une partie des vacances, vous pouvez le faire, non? Il n'est absolument pas prévu de supprimer... Derrière, vous avez pas lâché le mot déprogrammation. Derrière ce mot-là, il y a des patients qui paient le prix de la canicule. C'est les patients non urgents, les soignants, les personnels âgés, les services déjà fragiles. Non, mais ça n'a rien de nouveau quand on est dans une situation de crise sanitaire. On est amené à faire priorité pour hospitaliser les personnes qui arrivent dans une situation d'urgence. Et donc, on est amené à faire de la place et à dédier des lits pour ces patients-là. Et donc, ça veut dire qu'on déprogramme en effet, mais on veille toujours, c'est un dialogue médical, à ne déprogrammer que des séjours ou des opérations sur lesquelles il n'y a pas de perte de chance. Voilà. Et ça s'est toujours pas si mal passé, ces déprogrammations. On a toujours fait ça comme le symbole de « Ah, on refuse des malades, on trie ». En fait, c'est pas vrai. C'est toujours possible de dire, pour un bilan ou une intervention non urgente, qu'elle peut... Et d'ailleurs, il y a des malades qui disent « De toute façon, il fait trop chaud, je n'avais pas envie de venir à l'hôpital ». Donc, on y arrive. Pour l'instant, on a l'impression que vous avez lu le questionnaire satisfaction de la PHP, vous, que vous avez envoyé Nicolas Revel, parce que j'ai l'impression d'interviewer deux... Je pense que l'AP, les hôpitaux publics, sont bons dans les situations de crise. Bon, bah écoutez... Mais ça, Vous envoyez le générique. Regardez ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, regardez le Covid, et là, c'était flagrant. Et après, notre vrai, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, notre vraie angoisse, c'est le fait d'être dans une canicule à répétition pendant les prochaines semaines. C'est ça qui est... Mais heureusement... Ou le 1er septembre. Parce que... Ouais, mais 1er septembre, si vous voulez que le nouveau bâtiment Lariboisière, que je connais bien,
qui va être ouvert en septembre, n'est pas conditionné. Mais alors ça, Non, j'ai mais appris c'est ça. faux. Mais pardon. Alors là, j'ai appris Là, ça. Il est Là, réfrigéré, là, vous me faites il n'est pas en air conditionné. Peu importe, mais c'est même pas exact. C'est-à-dire que, en fait, on est dans un bâtiment où les parties, où on doit impérativement maintenir une température à 18-19 dans les blocs, c'est climatisé. Et partout ailleurs, on aura, y compris quand il y a une température de 40 degrés à l'extérieur, on a un système de rafraîchissement qui permet de ramener la température intérieure à 24. Voilà. Eh bien, pardon, ça fonctionne. Et je peux vous dire que aujourd'hui, les bâtiments qu'on dit rafraîchis, à une température à 24 degrés, c'est très différent que d'une température à 36-37. Sauf que et il y a par ailleurs, je pense, aujourd'hui, on doit absolument amener ce rafraîchissement dans tous les bâtiments hospitaliers, mais il faut le faire avec les bons moyens pour le faire, parce que la climatisation consomme beaucoup plus d'énergie, rejette beaucoup plus d'air chaud que les systèmes de refroidissement, et il y a, à mon sens, tout à fait la place pour avoir, avec un confort pour les patients et les équipes qui est tout à fait au rendez-vous. Ce qu'on doit climatiser, on le climatise, le reste est rafraîchi. Et rafraîchi, c'est pas 28 ou 29 degrés, c'est 23, 24. Je garde vous ça en mémoire. Vous repartez avec votre fake Absolument. news, vous, en tous les cas. Vous avez vu, Non, j'étais pas content. parce que je savais très bien que les blocs et les réa étaient air conditionnés, mais je suis à peu près convaincu que les chambres sud du nouveau pavillon du nouveau Lariboisière, au 4e étage, on verra dans un an, on en reparlera. Aucun problème. Je mettrai mes thermomètres. Rendez-vous est pris. Si les urgences sont saturées, si tous ces gens arrivent, c'est peut-être que le travail n'a pas été bien fait en amont. Est-ce que vous trouvez que la médecine de ville, la médecine libérale a fait son boulot? Oui, enfin, en tout cas, nous, on a vu une médecine libérale, avec notamment des CPTS, qui nous ont beaucoup aidés à sortir des patients des urgences en des retours à domicile qui sont forcément un peu complexes, avec une prise de relais, des interventions à domicile dans la foulée du retour des patients chez eux. Et ça a été très précieux. Et au contraire, je pense qu'on travaille de mieux en mieux avec la ville, pas partout, mais dans beaucoup de territoires parisiens. Comment vous organisez pour, justement, après... pour vider les lits, pour que les gens sortent? On a dit que vous utilisiez les étudiants en médecine. L'ouverture de solutions en sortie d'hospitalisation, ça veut dire quoi? Non, mais on utilise des étudiants en médecine comme des élèves infirmiers, pas du tout pour sortir des malades, mais pour les rafraîchir, pour les brancarder, pour venir en soutien des équipes soignantes, pour pouvoir gérer ce qui est le quotidien d'un service où il y a beaucoup de monde, et puis parfois des chaleurs un peu compliquées, où il faut du coup déplacer le patient dans une salle rafraîchie, le ramener dans son lit. Tout ça nécessite des bras, et les soignants ne peuvent pas faire cela autant que s'il y a des soutiens. Voilà. Mais on sort les malades quand ils peuvent sortir, et on les sort. Je veux dire aussi que cet épisode de canicule qui a été très sévère a été court. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas comme 3 mois de Covid. Court s'il se reproduit pas. Sauf s'il se reproduit. Mais là, on avait encore la possibilité d'avoir un peu de laxité avec les structures d'aval. J'ai bien compris que le nouveau Lariboisière va être à 24 degrés pendant les canicules. Mais je vous ai entendu hier soir aussi dire à la télévision que l'hôpital n'était absolument pas adapté à cet épisode. Mais vous êtes quand même aux affaires depuis un certain temps, depuis qu'on se connaît. Donc, est-ce que de temps en temps, vous pouvez avouer d'avoir pas bien anticipé Oui, ce que j'ai dit d'ailleurs, je le dis, je le répète ici, je pense qu'on n'a pas suffisamment pris conscience de ce que pouvait être... la difficulté d'exercer dans des températures très hautes, parce que finalement ces épisodes de canicule ils durent jamais très longtemps, et donc on les oublie. Ouais. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que si on reprend le sujet à la fin des fins, c'est l'investissement dans les bâtiments hospitaliers. On a à peu près une moitié, on l'estime comme ça à la maille, de bâtiments qui sont ni climatisés ni rafraîchis, et où on observe ces températures importantes pendant ces 1 à 2 semaines, à 3 semaines par an. Donc je pense que la première des choses qu'on doit faire, c'est faire de la climatisation d'appoint. Donc c'est acheter des climatiseurs mobiles qu'on déploie chaque fois qu'il y a un épisode de forte chaleur. Donc ça, je pense qu'on avait commencé à le faire l'an dernier, pas assez en nombre.
on a du coup là repassé des commandes importantes et on va continuer à le Vous allez poursuivre, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr. Parce que... Mais on ne va pas uniquement gérer les prochaines décennies avec des clims d'appoint. Il faut qu'on arrive à rafraîchir en dur les bâtiments. Ça renvoie à cette question finalement de l'investissement à l'hôpital. On sait que en France, on a sous-investi dans nos hôpitaux. Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres, les comparaisons au CDE, le taux de vétusté des bâtiments hospitaliers. Tout ça est connu, documenté. Il y a encore des rapports même d'inspection générale qui le redisent. Ce sont des rapports publics sortis en février dernier. Il y a eu quand même le Ségur de l'investissement, qui a été quand même, après le Covid, un effort d'investissement important pour l'hôpital. Mais le Ségur d'investissement, c'est on construit des hôpitaux neufs. On va construire un nouveau Lariboisière, on va construire un nouveau... Oui, ça fait combien de lits par rapport à l'ensemble? Mais en fait, ce qu'on n'a pas pris en compte, et je pense que là, on a un sujet devant nous, c'est qu'on doit réinvestir dans la maintenance courante de nos bâtiments, qu'on ne va pas reconstruire à neuf, parce qu'on ne va pas tout reconstruire à neuf. Oui, c'est bien ce que je pense. Et on a aujourd'hui des bâtiments qui vont durer, qui sont mal isolés, qui sont non dotés d'une clim ou d'un rafraîchissement, et qui, par ailleurs, parfois d'ailleurs, ont des installations électriques qui sont fragiles. Voilà. Et donc, le grand enseignement de cette histoire, c'est qu'il faut qu'on arrive à déployer ou redéployer des moyens financiers pour pouvoir réinvestir sur du bâti hospitalier, entre guillemets, ancien. Ça coûte de l'argent. Ouais. Ça coûte même beaucoup d'argent. Et donc, après, la question, ça va être, est-ce qu'il y a de l'argent en plus pour l'investissement hospitalier ? Ou est-ce que c'est des choix et des arbitrages qu'il va falloir qu'on fasse ? Vous êtes en train de modifier votre feuille de route, là? Non, mais c'est une question nationale que je pose. Oui, moi, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que, à court terme, acheter plus de clim mobile et faire des études techniques pour dire, ce bâtiment-là, combien ça coûterait de le remettre dans une isolation et un rafraîchissement conforme aux standards. Et puis on va voir ce que ça représente. Et on verra à ce moment-là si c'est, inatteignable, atteignable. Est-ce qu'on décale certaines autres choses? Voilà, on a des choix à faire, des arbitrages. C'est quelque chose de... Enfin, je ne vois même pas pourquoi on a le choix, quoi. On n'a pas le choix de faire que les gens qui aillent à l'hôpital... Oui, mais Jean-François, on a bien sûr qu'on n'a pas le choix. Mais quand vous prenez tous les projets d'investissement dont je suis saisi par les équipes... Oui, il faut trancher. Tous sont extrêmement pertinents. Oui. Et tous ont un sens et un intérêt médical et thérapeutique et d'innovation. Donc, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est se dire on va mettre des dizaines de millions d'euros pour pouvoir amener le rafraîchissement pendant les 3 semaines où il fait chaud et où il faisait pas aussi chaud que cela, parce que là, on a été frappé par la canicule. C'est bien quelque chose qui, finalement, est toujours passé derrière le robot chirurgical, la modernisation de la chaîne de biologie, la modernisation des blocs de chirurgie, le développement d'une plateforme de soins de support en cancéro. Parce que là, il y a aussi beaucoup de sens à le faire. Et donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il va falloir se poser. Soit il y a de l'argent en plus formidable, soit il n'y en a pas, il va falloir qu'on se pose. Est-ce qu'on a tardé, sur cette canicule pour réagir ou est-ce Non. Que... Non. Enfin, pardon, je oui, pense pas du tout. On a commencé très vite, en réalité, à renforcer les services d'urgence. On a commencé très vite. On savait d'ailleurs que, en réalité, parce qu'en fait, l'impact sur nos services, la forte chaleur commence dimanche à Paris. On savait que l'impact commencerait mercredi. Et on a fait, nous, nos réunions préparatoires. Et à partir de lundi, mardi, on a dit, on renforce tout de suite les services d'urgence, les SAMU, les SMUR, et on commence à déprogrammer parce qu'on pense que dès mercredi, on commence à voir arriver les malades. Donc on n'a pas du tout été surpris, on l'a anticipé. Et on a vu une pente, en revanche, qui a été très forte, parce que les températures ont été explosives à la fin de la semaine, et on a ajusté au fur et à mesure. Et on recommence lundi. Non, on verra, je ne sais pas quand est-ce que cette émission sera diffusée. Donc Ça va être diffusé très vite. Bon, on verra. Je pense que là, on a une baisse des températures. On va avoir, si les prévisions météo ne se trompent pas, un début de semaine à 30, 31, 32 et une fin de semaine à 33, 34. Moi, je m'attends à ce que, avec des températures la nuit qui seront jamais, semble-t-il, à 27, 28, mais plutôt à 23, 24. Je pense qu'on aura forcément un impact sanitaire, bien moindre que la semaine dernière, et qui va plutôt se présenter en fin de semaine. Vous êtes un observateur de la vie de ce pays. Est-ce que vous trouvez que
En dehors de l'hôpital, on a réagi comme il fallait, à l'extérieur, dans les EHPAD et tout ça. Les EHPAD, information que je vous donne, très peu d'arrivées des EHPAD. D'accord. Parce que les EHPAD se sont dotés, d'ailleurs la loi, je pense, l'avait prévu, c'est une obligation de grandes pièces, parce qu'il y a des grandes pièces dans les EHPAD, des pièces de vie qui sont rafraîchies, et donc on a eu très peu d'arrivées des EHPAD. Après, je pense que la question, on a eu donc beaucoup de personnes qui sont arrivées, et beaucoup sont décédées à leur domicile, dans des appartements. On n'a pas les chiffres encore. On les aura bien plus tard. Dans des appartements où ils sont sous les toits, je caricature, mais ils ont subi la température extrême. Je pense que c'est ça le vrai sujet. C'est que les collectivités ont mis en place souvent des systèmes d'appels téléphoniques pour prendre des nouvelles des personnes âgées. Je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est que même si on est une personne âgée seule chez soi, il faut trouver un moyen pour que cette personne âgée puisse être accompagnée pour pouvoir passer 2-3 heures dans sa journée dans un lieu rafraîchi, sur le modèle EHPAD. C'est évidemment, à l'échelle d'une grande ville, ça peut paraître ambitieux, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Soit on leur donne des clim mobiles, mais c'est évidemment très compliqué de faire un service public qui installe des clim mobiles au domicile de dizaines de milliers de personnes âgées, soit on a des bénévoles, des associatifs qui permettent à ces personnes d'aller se rafraîchir dans des lieux dédiés à cela. Et ça, on l'a pas encore, je pense, suffisamment mis en place. On voit que vous réfléchissez au-delà de l'hôpital. Ça me fait plaisir. Mais non, mais tout le monde réfléchit à ces sujets. C'est bien. On a besoin de gens qui réfléchissent. On termine. C'est aussi que c'est Paris. Paris, c'est difficile. C'est des petits appartements sous les toits. Et je pense qu'on verra que la mortalité sera très supérieure à Paris à ce qu'elle elle sera ailleurs. D'ailleurs, on voit la tension sur le circuit funéraire aujourd'hui en région parisienne, et il y a une vraie difficulté. Je n'ai pas entendu que ce soit la même chose dans les autres territoires ou régions. Il y a la problématique de Paris, et je profite de tout ça pour dire que on ne fait bien que ce qu'on fait souvent, donc probablement que la canicule de mai prépare à celle de juin, qui peut faciliter la prise en charge de celle de juillet, à condition que le personnel se sente soutenu. Et le fait de réfrigérer les postes de soins, pour elle, c'est important. Maintenant que les nuits étaient à 28, passer sa nuit dans ces conditions-là, c'était très difficile. Cette émission spéciale canicule est finie. Merci Nicolas Revel. On vous retrouve très vite, acte 2. En attendant, portez-vous bien.